Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir l'écrivain Olivier Bourdeau qui sort après le succès de ses 3 premiers romans, notamment En attendant Bojangles, adapté au cinéma avec Romain Duris et Virginie Fira, Développement personnel aux éditions Finitude, un ouvrage qui retrace les nombreuses expériences et les quelques échecs qui l'ont mis sur la voie de l'écriture. Et sa peur aujourd'hui de décevoir, après 3 romans à succès, son fameux syndrome de la page médiocre. Hello Olivier. Hello, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots ce que c'est pour toi le syndrome de la page médiocre ? En fait, c'est assez simple, c'est que moi j'écris toujours. Quand je m'assieds et que j'ai décidé d'écrire, j'écris. Mais là, j'ai très peu de recul sur ce que j'écris globalement. Ok. Ouais, vraiment. J'attends Parce l'avis que tu fais en écriture automatique presque. Écriture sur ordinateur et bon, parfois je finis une séance de travail en me disant c'est pas trop mal, mais j'attends quand même l'avis de ma femme et de mon éditeur. Et parfois je trouve que c'est bien et il me dit bon c'est moyen, va falloir corriger, etc. Mais je finis rarement une séance de travail en me disant waouh j'ai tout déchiré. Ça arrive que je sois content de moi. Et là pendant 6 mois je savais que c'était de la merde. Ouais. Systématiquement, j'avais même pas besoin de demander l'avis de mon éditeur ou ma pauvre femme, la victime le lit à chaque fois puisque bon elle me quittera pas. Enfin j'espère parce que j'ai écrit une page de merde. Mais je ne reste pas devant une page blanche. Ouais. C'est ça la différence, c'est que j'écris toujours, voilà. Mais là, j'avais la pleine conscience que c'était de la merde. Et donc, puis c'est la fin de notre quelques épisode. mois, ça devient, voilà. Mais c'est déjà un bon résumé, non ? Et au bout de quelques mois, j'ai été pris d'une panique oui. absolue, parce que plus on est conscient de faire de la merde, plus on en fait. Et moi, on manque de confiance en soi, et ce qui n'était pas, je n'avais pas une grande confiance en moi à l'époque. Et donc je suis parti dans une spirale de médiocrité, d'échecs permanents, en me disant bon, le seul truc que j'arrive à faire dans ma vie convenablement ou qui m'attire des compléments, c'est l'écriture, et je n'arrive plus à le faire. Donc je me tapais des nuits blanches de malade. Tout ça est une spirale débile où on n'arrive pas à sortir de son truc, et dès qu'on se remet à sa table de travail, on écrit des trucs mais grotesques et lamentables, et on se dit c'est foutu. Enfin il y a un loquet dans la tête qui dit c'est terminé quoi. Voilà. Et puis j'imagine qu'au bout d'un moment on commence à écrire pour les autres, pour que les autres aiment, parce qu'on se dit qu'on va rattraper le coup un peu et puis que c'est nul, mais bon, si on commence à écrire à la manière de, peut-être que ça marchera mieux, et ça en fait que empirer les choses. C'est une excellente c'est je pense l'origine du problème de mes pages médiocres du début, c'est que là on va parler de succès et d'échecs. Florida a été un triomphe critique, mais il a moyennement marché en termes de vente. Intéressant ça. Oui, parce que j'ai eu une 50aine d'articles, bons, très bons ou excellents. Et donc ça gonfle une partie de la cervelle qui se dit cool, j'ai un succès critique, et ça ne se reflète pas dans les ventes. Et donc l'autre partie de la cervelle se dégonfle, et donc on devient un peu schizo quoi. On se dit waouh génial, oh mais c'est de la merde. Et donc moi je considère ce livre un peu comme un échec, Florida. Ok. Mais j'y ai réfléchi avant notre émission. En réalité, c'est que j'avais depuis 7 ans ce texte en tête, et que quand je me suis mis à l'écrire à ma table de travail, j'ai été pris d'un vertige en me disant mais pourquoi j'ai eu cette idée débile de me glisser dans les souliers d'une petite fille, je vais jamais y arriver. Et en réalité, j'ai écrit un texte meilleur que ce que j'imaginais moi. Et donc la réussite est là. Mais carrément, t'as traversé quelque chose. Ouais, j'ai réussi à faire mieux que ce que j'imaginais. Et donc ça, c'est une forme de réussite. Mais le résultat commercial peut être considéré comme un semi-échec. Et donc il y a plein de nuances de l'échec. Ah, mais complètement. Mais dans toute ta vie, il y a beaucoup de nuances et il y a des vases communicants. Tu vois, je trouve ça vachement intéressant qu'on parte de la fin et qu'on rembobine ensuite avec ton histoire. Parce que il y a quelque chose d'un peu fou. Après des années à galérer, tout d'un coup, t'écris un roman en l'espace de peu de temps, à peu près 7 semaines, c'est ça, qui rencontre un succès de malade. Faut s'imaginer qu'aujourd'hui, Virginie Fira, aka la plus belle et la plus talentueuse actrice de France, incarne ton héroïne. Tu enchaînes avec des succès, donc il y a ce truc un peu qui tourne la tête après des années à galérer. On regonfle ton ego, ta confiance en toi, ton estime. Ouais. Mais en fait, c'est d'autant plus de pression de continuer évidemment. à performer. Oui.
on va reprendre les choses dans l'ordre. C'est que effectivement, là, j'avais eu un succès critique, et donc je me suis dit, je peux pas me permettre d'écrire de la merde. Voilà. Et c'est aussi ça. C'est la pression que je me suis foutue qui m'a entraîné à écrire de la merde en réalité. Logique. Et donc j'ai passé des mois à galérer. Et c'est à partir du moment où j'ai trouvé que il y a un moment où je me suis arrêté sur un personnage que j'espérais grotesque, qui s'appelait Anatole Malakiev, qui permettrait de développer toutes les sortes d'humour, l'absurde, le comique de répétition, la bêtise et tout ça. Et il était drôle, mais il manquait quelque chose, quoi. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais le personnage qui te permettra de développer toutes ces sortes d'humour, ben c'est ma vie en fait, c'est moi. Et c'est à partir de ce moment-là, et donc je n'avais plus besoin de créer un décor puisque le décor était dans ma tête. J'avais seulement besoin de raconter et de changer la caméra d'angle, puisque tout est vrai. Mais on peut prendre un angle dramatique, on peut prendre un angle larmoyant, et si on tourne de l'autre côté, on peut prendre un angle grotesque. Et donc j'ai décidé de prendre ce parti pris. Et à ce moment-là, je l'ai écrit assez facilement. Mais tous les mois qui ont précédé l'écriture, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un projet à la con, faut que j'arrête. Mais en ce qui concerne Bojangles, je pense que si je l'ai écrit aussi vite et dans un tel état désespoir, la pièce a été jouée à Barcelone. Avec un metteur en scène célèbre, une comédienne super populaire il y a quelque temps, et je n'avais pas lu le texte et pas entendu depuis un certain temps, et à un moment l'enfant dit on va mettre un coup de pied au cul de la raison. Et quand j'ai écrit ce texte, j'étais en train de mettre un coup de pied au cul de la raison parce que j'étais sans emploi, sans logement, sans thune, j'étais arrivé à 33 ans à un niveau de délabrement psychologique assez intense, et que quand je me suis réfugié chez mes parents, ce qui est pas un signe de réussite, c'est quand même le gros échec de la vie, à 33 ans, retourner... C'est un retour en arrière. Compte tenu des relations que j'avais avec mon père, c'était pas non plus un... Enfin, voilà. Et je me suis pointé chez eux, et je me suis dit, je vais foutre un coup de pied au cul de la raison. C'est-à-dire que plus personne n'attend rien de moi. Moi-même, je sais plus ce que j'attends de moi. J'ai toujours vécu à la marge. C'est un échec. Enfin, j'ai sautillé pendant quelques années. Mes amis étaient étudiants, donc j'avais un rythme d'étudiant sans étudier. Puis on se rend pas trop compte durant les années étudiantes parce que tout le monde sort, tout le monde boit, il y a un truc festif. J'étais un étudiant qui n'étudiait pas. Ouais. Et je squattais chez les étudiants qui avaient leurs cours aléatoires, qui grattaient, etc. Mais j'avais toujours quelqu'un avec qui glander. Tu pouvais donner le change, voilà, j'imagine, ouais. Et à 33 ans, on arrive où le canapé sur lequel on dort, qu'on squatte, est en passe d'être transformé en couffin pour un bébé. Ouais. Et donc vos amis vous disent, t'es bien gentil, mais là ma femme est enceinte, il va falloir que tu libères le canapé parce que on n'a plus de place pour 2 enfants. En réalité, j'étais arrivé à un tel niveau de délabrement que les gens me considéraient un peu comme un gosse. Et d'ailleurs, ils avaient raison. Enfin, j'étais inconséquent, pas irresponsable, parasite, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux me raconter cette période-là où tu te fais virer? T'es à ce moment-là agent immobilier? Est-ce que t'as changé? Je suis marchand de biens. T'es marchand de biens. Ouais, c'est drôle parce que j'ai regardé De battre mon cœur s'est arrêté, et Romain Duris est marchand de biens au moment où je l'étais. Alors lui, c'est un marchand de biens très trash. C'est les pratiques que je n'ai pas effectuées, foutre des rats pour faire dégager et tout ça. Moi, c'était un marchand de biens, un escroc, mais qui était pas violent et tout ça, etc. Et c'est quoi un marchand de biens? Un marchand de biens, c'est un type qui achète un immeuble, disons à 2 000 € du mètre carré parce que personne ne peut l'acheter, et qui découpe les appartements et qui les revend à 2 400 € du mètre carré, et donc il y a 1 000 mètres carrés et puis il se fait une plus-value, voilà. Donc c'est un métier où on gagne beaucoup d'argent. Moi, j'étais employé, j'étais pas marchand de biens moi-même. Moi, j'étais obligé de chercher des biens, mais bref, je faisais le même métier. En moins violent, et ce type avait l'habitude d'escroquer tout le monde, dont ses employés que j'étais, et pour une fois ça marchait très bien. Je lui trouvais des biens sur lesquels il avait gagné de grandes plus-values, parce que c'était un boulot où on enquête un peu, on fouine, on va dans les cafés, on demande comme des trucs écrivain, et tout ça. Comme un écrivain. Un peu, ouais, c'est l'écrivain de l'immobilier. Ça rend un peu trop poétique ce boulot d'escroc, mais c'est mon côté journaliste, un peu lyrique. Oui. Si vous voulez, je peux être. C'est l'écrivain de l'immobilier. Quoi qu'il en soit, j'avais chopé des bons trucs, et pour une fois, ça marchait. Et le type m'a viré comme une merde. Et tu sais pourquoi?
Ben oui, parce qu'il refusait de me payer. En fait, il a fait ça avec chaque. Son processus était très simple, c'est que il flattait. Les gens avaient des bons résultats. Ensuite, il arrêtait de répondre au téléphone. On le voyait très rarement. Il dénigrait le travail et ensuite il virait. Ouais. Et moi, j'avais pas de thune à ce moment-là, et je me souviens, c'est ce que je dis dans le texte, c'est que il me dit partez en vacances. Je lui dis écoutez, je n'ai pas d'argent pour partir en vacances. Il me dit partez en vacances, on va signer les dossiers chez les notaires, vous allez avoir plein d'argent à la rentrée. Voilà. Donc j'ai emprunté de l'argent pour aller en vacances, pas très loin. Et quand je suis rentré le matin même, parce que je suis une grosse feignasse, donc je rentre de vacances le matin même de la reprise. Je te jugerai pas. Et il y avait une lettre de licenciement. Et il avait disparu il avait disparu de ses bureaux, des cafés qu'il fréquentait habituellement. Donc je l'ai cherché partout avec, autant le dire, une grosse envie de le buter. Bien sûr. Et je ne l'ai pas revu jusqu'à ce que on ait ce truc avec les avocats et tout. Et il m'a payé un an après la moitié de ce qu'il me devait. Mais non. En fait, c'est le seul truc qui est développement personnel dans ce texte, développement personnel, c'est que je suis paresseux et velléitaire, et que chaque échec m'a poussé un peu plus vers l'écriture. Mmh. Je ne l'aurais pas fait si j'avais été un agent immobilier avec du succès et tout ça. Je l'aurais jamais fait. J'aurais vendu mes trucs, j'aurais gagné de l'argent, je me serais acheté une Porsche comme tous les agents immobiliers qui marchent, avec des chaussures pointues et des chemises. Si t'en connais un célibataire, donc je rigole. Et des chemises violettes. Les chaussures pointues carrées, c'est très juste. Ouais, c'est des chaussures spatules, j'appelle ça. Enfin, quoi qu'il en soit, tous mes échecs m'ont poussé dans ce coin, ce qui a fait qu'après ce renvoi de marchand de biens, mon frère m'a accueilli chez lui et il m'a dit tu écris. Voilà. Mais si je n'avais pas eu ça, je n'aurais jamais écrit. J'avais l'envie d'écrire, mais si j'avais eu du succès, je me connais très bien. Je ne me serais pas foutu le samedi matin devant mon ordinateur en disant je vais écrire. Non, c'est parce que là je suis tombé au fond de la poubelle et que je n'avais plus rien du tout. Parce que clairement, quand on est viré pour faute grave, on n'a pas d'acédique. Donc j'ai passé les 6 mois d'après sans argent, zéro. Donc je n'avais que ça à faire en réalité, écrire. Donc mon frère m'a logé, m'a prêté son ordinateur, qui est le même que celui-ci, je crois. Ah ouais. Il me filait des clopes. Lui fumait des roulés. Et comme j'ai une grosse merde, je lui ai dit, je suis incapable d'écrire en roulant des clopes. Donc il m'achetait des Marlboro avec son argent, du café, il a rempli le frigo, etc. Et pendant 2 ans, n'ayant rien à perdre, je me suis dit, je vais écrire. Et c'est l'histoire de ce premier texte qui s'appelle L'intérêt du crépuscule. L'intérêt du crépuscule, c'est le résumé de ce texte. Et ce texte a été un échec puisqu'il n'a pas été édité. Sauf que on va revenir au raisonnement initial. Si je n'avais pas écrit ce texte en 2 ans, je n'aurais pas appris à écrire et je n'aurais pas pu écrire Bojangles quelques années plus tard en si peu de temps. Amen. Donc en réalité, moi je dois tout à mes échecs. Je dois tout aux gens qui m'ont renvoyé. Je dois beaucoup à mon frère forcément. Je dois tout Tu lui as remboursé ses clubs depuis, j'imagine. Oui. Non, en fait, avec le succès, je lui ai tourné le dos. Alors c'est un échec pour lui là. Pour le coup, le mec a misé sur le mauvais cheval. J'ai bloqué son numéro. Ouais, je crois qu'il va pas très bien en ce moment. Faudrait que je le contacte. Ouais, il essaie d'écrire un livre. Son adresse postale, c'est sur le canapé de. Voilà, exactement. Xavier Bourdeau. Et j'ai tourné la page. Tous les gens à qui je devais de l'argent, j'ai arrêté de les fréquenter. Ouais. C'est pratique l'option bloquée sur l'iPhone. Hein. On n'en parle pas assez. J'ai pas d'iPhone, mais c'est un blocage naturel. Dès que je vois quelqu'un à qui je dois de l'argent, je réponds pas. Et je leur ai tourné le dos. Bon, écoutez, c'est comme ça. Je me suis fait de nombreux amis avec le succès. Oui, et puis finalement, t'as tout appris de ce marchand de biens, quoi. Évidemment, je me suis inspiré de ces techniques. Je me suis dit, c'est rudement efficace. Tu vas sortir ta formation à 500 balles là sur le net pour comment arnaquer les gens. Exactement. Le succès, c'est moi. Je vais vous expliquer comment arnaquer votre famille, vos proches. Moi, Élise Lucet s'intéresse à moi. Je dois couper parce que moi, je sais pas arrêter une blague et j'ai encore 15 idées pour te relancer. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'après, moi, je me tape le montage de cet épisode-là. Merci. Je préfère avoir plus de choses à dire que pas assez. Quand tu dis que ton frère te disait de t'asseoir et d'écrire, toi, t'en parlais depuis
plusieurs années Ouais. sans jamais passer à l'action. T'avais pas assez confiance en toi, en fait, pour te bouger à le faire? C'est une très bonne question et on me l'a jamais posée. Yes. Ouais. Non, c'est comment dire? Plus j'échouais, parce que c'est un instinct de survie. Plus j'étais dans la merde, plus j'étais au fond, plus mes rêves devenaient délirants, parce que c'était le seul moyen de me lever. Mais après, je ne mettais pas grand-chose en application pour réaliser ces objectifs, le ces manque rêves. d'estime de toi. Oui, et puis des situations compliquées quand on loge chez les gens, dire ah bah tiens moi je vais me mettre à écrire, est-ce que tu peux te taire et tout ça dans un studio à Paris, bon ça passe pas, donc je me disais bah là les conditions sont pas réunies, il y avait toujours un truc qui bloquait quoi, ah, bah mon ordinateur marche pas et puis j'ai pas de clope et puis j'ai pas de temps et puis il me faut au moins 15 jours de solitude. Donc j'avais toujours une bonne raison de ne pas m'y mettre et c'est pour ça que je remercie ce marchand de biens véreux, c'est que là je me suis retrouvé sans choix. Mais j'en parlais aussi, il y a plein de raisons. C'est que quand vous êtes dernier de la classe étant enfant et que vous avez 6 de moyenne en français, dire je veux être écrivain, enfin c'est une machine à ricanement. Alors que quand vous êtes premier de la classe et que vous dites je veux être astronaute et que vous avez 19 en mathématiques, le prof dit bah oui pourquoi pas, tiens allons-y encourageons-le. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que je sortais beaucoup, je voyais beaucoup de gens. Il y a toujours un moment où on vous demande ce que vous faites. Et le fait de déclarer « je veux être écrivain », c'était tellement délirant que les gens étaient embarrassés, ils m'en parlaient plus après. Ils disaient « ah, d'accord, ok, très bien ». Oui, ils attendent que tu sortes ton bouquin, quoi. Oui, voilà. Et puis, c'est tellement embarrassant que les gens ne reviennent pas 15 jours après en disant « ah, dis donc, t'as commencé ton livre » ou... On sait que ça devient potentiellement un sujet de moquerie pour ces gens-là. Ouais, c'est comme les acteurs, tu sais, au départ, on dit alors, t'as des auditions, et puis au bout de 3-4 ans, bon, bah, on pose plus la question, quoi. Non, voilà, exactement. Ouais. Moi, est-ce que t'as des pages? J'avais déjà commencé à écrire 40 pages dans ce fameux voyage en Vendée. On m'avait prêté une baraque. Mais c'est pareil, je cite Sainte Thérèse d'Avila, qui est le titre d'un livre de Truman Capote. Plus de larmes seront versées sur les prières exaucées que sur celles qui ne le sont pas. Et c'est vrai que quand on m'a donné les moyens comme ça au détour d'une soirée, bah tiens, prends les clés. Quelqu'un m'a pris au sérieux. Il m'a dit tu veux écrire un texte. C'était le mari de ma cousine qui me connaissait pas, qui savait pas que j'étais un glandu et tout. Il m'a dit bah très bien, tiens, je te refile la semaine prochaine, je te refile les clés de la baraque en Vendée. Puis t'y vas le temps que tu veux. Et le lendemain matin, je me suis réveillé avec un vertige en me disant mais merde. Logique. Cette blague ou ce projet délirant, idiot, ce projet à la con, c'est ce que je dis dans le texte, je vais être obligé de le... mais je faisais pas du tout le malin. Enfin, Et puis en plus de ça, toi, t'as vécu tellement d'échecs et t'as... Non mais on est dans le thème. Moi-même je le dis, mais c'est bizarre de l'entendre de la voix de quelqu'un d'autre. T'es tellement une merde que... En réalité, ces clés, c'était un diamant en quelque sorte pour toi. Oh, je suis tellement contente de te recevoir dans le podcast. Ouais. Non, bon, écoute, tu sais quoi? On va faire mon CV de mon côté. J'ai toujours été plus ou moins nulle en classe. Marie Brasbeur. J'avais pas de potes une année sur 2. C'est ce que je connais, oui. Mais en fait, tout ce que tu racontes, moi, je vois très bien qu'à la maison, j'avais pas les fondements pour aborder les choses de manière différente et j'essayais juste de survivre un peu comme toi et je comprends tout à fait ce que tu as vécu. Alors je me suis pas fait taper, j'ai eu des parents aimants, moi aussi ils m'aimaient hein. Ils m'aimaient à leur violemment, manière, ouais voilà, c'est ça. Ouais. Donc enfin c'est même pas que je juge pas ce que tu dis, c'est que je suis en empathie totale parce que je vois très très bien ce qui se profilait en toi, c'est que tu t'es dit depuis le départ que t'étais en permanence en état de survie. Donc déjà, tu mettais toute ton énergie dans le fait de rester droit. Non, mais évidemment, ouais. C'est une très bonne analyse. Donc t'avais plus de place pour le reste. Rien. Zéro. De deux, tu t'enfermes petit à petit là-dedans parce que la violence, c'est aussi l'humiliation. Et donc, du coup, j'imagine que tu devais être en posture d'humiliation et donc rechercher ça. Je suis devenu violent moi-même. Mais c'est pas un podcast sur la violence, mais... si tu veux, on en parlera. Il faut que tu te sentes à l'aise. C'est une émission spéciale parce que... Ah non, je suis devenu extrêmement violent pendant 15 ans. Et t'as réussi à en sortir? Ouais. Comment t'as fait? J'y pensais dernièrement, c'est assez dingue. C'est que donc je me battais tous les week-ends. D'une part, je cherchais la merde, mais je ne refusais pas la merde. Et surtout, j'aimais taper
et ça ne me dérangeait pas d'être tapé. Ça ne me dérangeait pas du tout. J'avais le sentiment d'exister en réalité. Quand j'étais au cœur d'une baston, même quand je me faisais défoncer, le lendemain, j'avais l'impression d'être plein de vie. C'est un peu la posture Fight Club, de vivre. C'est de l'intérêt qu'on nous porte, une baston. Ah, mais on totalement. le porte violemment. Et donc j'adorais ça. Trop. Sauf qu'un jour, je me suis retrouvé dans un caniveau à me prendre des coups de pied par 4 personnes. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, il y avait plein de sang sur le mur blanc à côté de mon lit. Et j'ai essayé de me redresser, je n'ai pas réussi. Donc en plus il y avait comment dire, l'abrutissement de la soirée, de la fête, de l'alcool, mais je ne pouvais bouger que la nuque. La vache. Et j'étais persuadé que la moelle épinière était touchée et que j'étais paralysé. Et je me suis dit, bah putain, c'est fini là. J'arrivais pas à bouger et puis j'avais pas envie de forcer parce que je me suis dit, ça se trouve, ça aggraver les choses. J'étais paralysé de tout le torse. Ma mère rentre dans la chambre, elle a déjà l'habitude de voir un peu de sang sur mes vêtements et sur les pompes et tout ça. Et là, elle est terrifiée. Je lui demande de m'aider. Elle me redresse, je peux me lever. Donc la moelle épinière n'est pas. Mais pendant ces 2 heures où je suis resté tout seul avec du sang sur le mur à regarder mon plafond, j'ai quand même réalisé une chose, c'est que aucun de mes amis ne se battait, aucun, mais aucun. Que la seule personne qui se battait avec moi et avec d'autres, c'était mon frère. Donc on faisait partie de la même famille et on avait bénéficié du même traitement VIP. Ouais. Et que j'étais la source du problème. Ouais. C'est-à-dire que si je baissais la tête, je tournais la tête, ou que je disais merci, au revoir et tout ça, j'aurais jamais eu tous ces trucs-là. Et ces 2 heures où j'étais persuadé d'être paralysé, en fait, c'était 4 côtes qui étaient cassées et fêlées. Et donc, ça n'est pas grave. Ça se guérit tout seul. Et c'est extrêmement douloureux. C'est vraiment la proportion de douleur par rapport à la réalité. La réalité est pénible, ce sont des côtes qui sont fêlées ou cassées. Ouais. Mais en 15 jours, c'est quasiment réglé. En 1 mois, il n'y a plus rien, quoi. Mais c'est bien parce que c'est là pour te rappeler tous les jours. Ouais, exactement. Oui, oui. La réalité. Et donc, ces 2 heures-là, je me suis dit, c'est pas possible. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est pas les autres. J'aurais pu éviter 95% des bastons dans lesquels j'étais impliqué. Et voilà. Et donc j'ai fait 2 rechutes entre ce moment-là et aujourd'hui. Mais c'est comme l'échec. Désormais, quand je vois des gens se battre, je me mets à trembler. Alors que j'ai été ultra violent et que je me suis tapé enfin, il y a un article de presse. Je fait tellement défoncer j'étais dans la presse. Et maintenant, oui, j'ai vu des gosses à Avignon il y a 3 ans se taper dessus. Je me suis mis à trembler de manière irrationnelle. Et c'est ce qui se passe avec l'échec. J'étais décontracté de l'échec pendant les 36 premières années de ma vie parce que c'était comme ça, c'était ma réalité. Et que bon, évidemment, ça faisait mal, mais le delta entre la cicatrisation des plaies et l'échec était très court. En fait, je m'y étais habitué. Il y a le succès, voire le triomphe de Bojangles, qui m'a complètement ramolli dans ce domaine-là, parce que les gens n'ont pas de reproches à vous faire, ils ont des compliments à vous adresser. Ça aussi, c'est embarrassant au début. Ouais. Je dis waouh, mais à qui s'adresse-t-il? Et j'ai plus l'habitude de me défendre des reproches, de me justifier des attaques, que d'accepter les compliments. Et les compliments étaient dingues. D'autant plus que pendant 3 ans, personne ne voulait ce texte. Donc, j'avais fini par le détester. Et tout d'un coup, il y a des gens qui arrivent les larmes aux yeux en disant, c'est de merveille, c'est un chef-d'œuvre, bravo, vous avez illuminé. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je réponds? Tu sais pas comment réagir. Bah ouais. Voilà, on est un peu, et la violence et l'échec, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai plongé dedans, ou j'ai été plongé dedans. Et qu'à partir du moment où ça s'arrête, notamment l'échec avec le succès de Bojangles, je suis tétanisé à l'idée d'un nouvel. Dans mon esprit, il y a une page qui s'est tournée et maintenant ça marchera toujours. Ou c'est ce que j'ai eu envie de croire. Quand je me suis retrouvé dans le début de développement personnel et que ça ne marchait pas, mais vraiment, j'ai eu 36 ans qui revenaient dans mes palpitations cardiaques, dans mes insomnies, dans le fait de
souffler toute la journée, dire ah merde, et puis d'éclater de rire aussi face à la médiocrité de ce que j'écrivais, en me disant ah putain ça revient, c'est de la merde, putain c'est de la merde. Au début ça me faisait marrer, il y avait des phrases qui étaient je sais pas, c'était limite je manquais tellement de confiance en moi que j'écrivais l'eau ça mouille et je disais l'eau ça mouille, génie. Ouais. Non mais et donc ça me faisait rire mais ça m'empêchait de dormir aussi. Donc je passais des nuits à dormir 2 heures, ce qui est débile, c'est purement psychologique. Il y avait personne qui me montrait du doigt, personne n'était là il y avait pas de petite voix derrière ou des gens qui disaient on attend ton travail. Non, c'était uniquement moi. Je suis allé dans mon entonnoir tout seul, comme un grand. Je me voyais glisser en me disant c'est débile, c'est purement psychologique. Mais je chutais, puis le lendemain j'écrivais de la merde et je me disais c'est terminé. Terminado. C'est fou parce que t'es exactement la même personne que la même intériorité, le même physique, t'es la même personne que tu réussisses ou que tu échoues. Ouais. Sauf qu'à l'intérieur de toi, en fait, tout se transforme, quoi. Ouais, exactement. Il y a toute une série de cadenas qui se ferment au fil des jours. Et tu vois, pour reparler de ce week-end en Vendée de cette semaine-là, où donc après une série d'échecs, ce qu'on se disait tout à l'heure, tout d'un coup, on te donne les clés d'une possible réussite. J'imagine que toi, tu dois te taper une pression monumentale, pas savoir comment réagir, parce que c'est aussi accepter de pouvoir réussir dans la vie, et c'est un truc que tu t'autorises même pas, en fait. C'est vrai, c'est une très bonne analyse. Déjà, comme je le fais la plupart du temps, j'ai commencé par me perdre en voiture. Ne pas trouver la baraque pendant 3 heures. Quand je l'ai trouvée, c'était une immense baraque qui était pas chauffée, etc. Et c'est pareil, je me suis tapé une nuit blanche en me disant mais j'y suis, j'ai toutes les conditions. Alors j'ai trouvé une astuce pour ne pas écrire, c'est de trouver l'endroit idéal pour écrire. Ok, bien sûr. C'est ce que je dis dans le texte. J'ai comme un con, j'ai passé sur les 15 jours. Déjà, il y a l'apprentissage de la solitude. Ouais. Parce que je connaissais la solitude 5-6 heures, je connaissais la solitude de 3 jours. Là, 15 jours tout seul, sans rien, pas de forfait téléphonique, de toute façon pas de réseau et tout ça, etc. Là, déjà, c'est le premier vertige. Et puis ensuite, on est face à son fantasme, à son délire. Une seule personne y a cru. On se sent honteux d'avoir dit ça et donc j'ai passé une semaine quand même à me promener avec une petite table, à la poser partout. Et puis j'allais faire une sieste parce que j'étais fatigué. Puis je fumais 10 clopes. Puis je faisais brûler des châtaignes et tout ça. Et un jour, j'ai trouvé cet endroit. Je me suis mis à écrire. Je maîtrisais pas du tout Word, donc tout était surligné de toutes les couleurs. Il y avait des fautes partout. J'écrivais comme une merde et tout ça. Mais enfin. Au moins, j'avais réussi à dire ce que j'avais en tête. Mais bon, j'ai écrit 40 pages. Et puis ensuite, j'ai fait une pause. Ouais. Oui, j'écris assez vite. Ouais, ça, c'est quand même un luxe. J'écris parfois de la merde, mais assez vite. Voilà, donc au moins, c'est une merde qui va rapidement. T'as pas de souci de transit. Non, voilà, transit intellectuel et littéraire, ça passe. Qu'est-ce que je veux dire C'est peut-être un peu confus, je pars dans tous les sens, non? Non, mais je trouve ça super intéressant. Comme tous mes échecs, partent dans tous les sens. Mon cerveau part de la même manière que toi, alors je vais peut-être m'excuser pour nous deux, du coup, parce que... Désolé, cette émission très confuse. Aujourd'hui, tu le dis, tu pars les 20 premiers jours solo pour écrire. Ta femme est prévenue, t'as besoin de 20 jours pour te remettre dedans. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Bien sûr. Déjà, merci à elle. D'accepter ça. Enfin bon, après, elle est pas enfermée dans une cave et elle fait des trucs sympas pendant ce temps-là. Mais j'ai besoin, pour être sûr, quand j'ai une idée, de pouvoir la matérialiser, d'avancer, d'avoir 50 pages, 60 pages. Quand on a 60 pages que l'éditeur considère comme bonnes, ça donne une bonne confiance en soi, etc. Et donc c'est vraiment, moi je suis très paresseux, je suis je suis tétanisé à l'idée de me mettre à écrire, même si j'aime bien ça, parfois, même si c'est quelque chose que je veux faire au mieux. Donc j'ai besoin de ces 20 jours. Et alors au début, mon épouse se barrait même avec la boxe parce que je veux pas de distraction. Donc je passe 20 jours tout seul, uniquement avec mon texte. Voilà, je mets le truc. Après, une fois que c'est lancé, je m'isole, je pars une semaine par-ci, une semaine par-là pour continuer à écrire, mais je pense que les 60 premières pages sont vraiment essentielles. Est-ce que je tiens mon sujet, Florida?
C'était en tout cas pour moi, c'était très ambitieux. Ça faisait 7 ans que j'y pensais et je pensais avoir tout en tête. Mais quand on se met à sa tête de travail, là, c'est encore pire. C'est parce que comme c'était le plus ambitieux, je me suis dit, waouh, mais pourquoi j'ai fait cette connerie? Et pourquoi en avoir parlé à tout le monde? Pourquoi l'avoir annoncé? D'ailleurs, l'annoncer, c'est une manière de se piéger positivement. On n'a plus voilà, pour le feignant que je suis, c'est bien de se piéger. Sauf que bon, au moment de se mettre à écrire, c'est compliqué. Et ça s'est passé mieux que prévu. Mais effectivement, j'ai 20 jours où je parle tout seul, je ris tout seul. Enfin, je pense à mon texte tout le temps. Je marche, je nage, voilà. Ouais, aussi des activités physiques qui te permettent peut-être de lâcher prise un peu avec le mental. Et j'imagine que c'est là où tu as des idées aussi, non? Pendant la marche, oui. La natation, très peu finalement. Ouais, la marche, je rentre rarement bredouille d'une marche. Non, même je rentre jamais bredouille d'une marche. Alors, est-ce que les idées sont bonnes ou pas? Mais bon, pour le premier texte dont je raconte l'histoire là, il m'arrivait d'avoir des chapitres entiers, des paragraphes entiers, 2-3 pages en tête. Donc sur la côte sauvage au Pouliguen, et je rentrais en trottinant. Trop drôle, j'ai vécu au Pouliguen. Non mais c'est trop marrant. Mais oui, j'adore tes rêves du coup parce que j'ai les mêmes quoi. Bah oui. Et moi j'étais plage d'Uno. Bah bien sûr. Et donc il faut longer le petit chemin côtier à marée basse. Et ensuite il y a plein de rochers, donc j'allais marcher là. Et ensuite j'allais sur la côte sauvage, donc je passais mon temps à sauter de rocher au rocher, ce qui fait une vie un peu cinglée quoi. Quand on est tout seul, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai sauté de rocher en rocher. T'avais 30... Olivier, il va pas fort. À 30 ans, non, ça va pas fort. Non, mais j'allais pas fort à cette période-là. Et donc oui, je revenais en trottinant de peur que ces phrases entières s'envolent et tout ça, et on est libéré que quand on les. Donc la marche et la natation, ils sont très utiles à ça. Et pourquoi est-ce que tu parles de tous ces moments dans le développement personnel, de ce qui t'a aidé à construire aujourd'hui ta vie d'auteur? Est-ce que c'est une volonté de rééquilibrer peut-être l'histoire parce qu'on voit toujours que les succès des gens et pas ce qui se cache derrière? Est-ce que tu avais envie de partager pour que les gens se sentent concernés aussi? Il y a des comment dire, des intentions qu'on n'a pas et qui se dévoilent au fil de l'écriture. Il y a des intentions qu'on a et que personne ne remarque. Ouais. C'est toujours très particulier la réception d'un livre, et puis surtout le changement d'attention au fil de l'écriture. Non, comme j'étais soulagé d'avoir trouvé ce sujet grotesque, parce qu'il faut quand même là il y a souvent de l'émotion dans mes cordes vocales depuis que nous parlons, mais c'est un livre très drôle. Ah ouais, non mais on sent que t'es drôle aussi. Non mais j'aimerais rassurer les gens, c'est pas un livre de dépressif. Non, au moins j'ai réussi ça. Rien que le titre, pour moi, il y a déjà du second degré, non? Ah bah oui, il y a que ça. On est d'accord. Oui. Parce qu'on a un peu envie de claquer les gens qui sont à 100% dans le développement personnel. Ah mais évidemment, moi je suis tout le contraire, parce que chaque chapitre a un titre neuneux de développement personnel. On est d'accord, ok. Et donc chaque développement de chapitre est l'inverse de ce que le titre veut dire. C'est-à-dire savoir s'entourer. J'ai souvent été entouré de cons, de malhonnêtes. Et puis même, enfin, je me fais mal dans ce bouquin. Enfin, je me suis fait mal tout au long de ma vie. Sauf que j'ai transformé tous ces échecs en farce. Mais c'est aussi une manière de dire que une succession d'échecs peut donner un triomphe. Il suffit d'être patient. 36 ans, c'est la moitié d'une vie, quoi. Au moins, si tu prends tes vitamines et que tu continues la marche sur les rochers, peut-être même un peu plus. Si j'arrête de fumer, ouais, c'est vrai. Ouais, faut que t'arrêtes de fumer. J'ai recommencé à fumer. Non, Olivier, tu déconnes. Ouais, je déconne, carrément, ouais. C'est la sortie promo qui te stresse et qui Non, mais en fait, ce livre est sain. Il a été écrit sans nicotine, 100% sans nicotine. Top. Ouais, excellent. Et le jour où j'ai terminé, ma femme m'a dit c'est très bien. Mon éditeur m'a dit c'est très bien. Et je suis arrivé chez ma tante, il y avait des clopes. Aïe. Et j'ai dit, tiens, je vais en fumer une, et j'en ai fumé 5 à la suite. Ah, putain. Et j'étais content. C'est une mauvaise joie, mais j'étais content. Ouais. J'arrêterai à nouveau, mais enfin bon. Quoi qu'il en soit, c'est long, 30 ans.
Si on annonce à n'importe qui à l'âge de 5 ans, tu vas te taper encore 31 ans d'échecs, très honnêtement, on n'a pas envie de les vivre. La flemme. Moi, en fait, c'est le truc qui est important, c'est que je suis très heureux de tout ce que j'ai vécu. Même la violence de mon père, tous mes renvois, tous mes échecs. Je suis satisfait de l'avoir vécu, car je ne serais pas là sinon. Donc je dois tout à ça. Mais si je suis satisfait de l'avoir vécu, imaginons qu'une fée ou un sorcier ait la mauvaise idée avec sa baguette magique de me remettre dans ma chambre d'enfant à l'âge de 6 ans en me disant « Écoute mon petit gars, tu vas te retaper exactement la même chose. » Eh bien c'est assez simple. J'avance vers la fenêtre, j'ouvre la fenêtre et je saute. Donc on peut être très... c'est pas heureux parce que le mot est mal choisi, mais moi je suis je ne regrette rien de ce que j'ai vécu. C'est fataliste en fait. Tu acceptes juste la réalité telle qu'elle est et tu essaies d'en tirer le meilleur. Mais je pense que ça donne des qualités qui sont multipliées. Ça donne des défauts considérables aussi. Enfin, bien sûr, fragilité, nervosité, violence, manque de. Mais ça exacerbe un certain nombre de choses. Il y a une citation que je trouve parfaitement idiote et que beaucoup de gens se font tatouer sur le bras ou sur les fesses. C'est celle de Nietzsche, ce qui me tue pas me rend plus fort. Je veux voir la personne qui a mis ça sur son... Il y en a certainement, il y en a certainement. Quoi qu'il en soit, elle est idiote, cette phrase. C'est pas mon cas personnel. C'est que, très honnêtement, là, il y a beaucoup de... Moi, je me considère pas comme une victime, mais il y a beaucoup de victimes qui parlent dans plein de domaines. Je n'ai pas l'impression que ces gens-là soient plus forts. Il y a peut-être 10% des gens qui s'en sortent renforcés. C'est une question de nature. Mais globalement, les gens qui témoignent dans toutes sortes de crimes, de délits, etc., qui ont été victimes de toutes sortes de drames, quand on entend leurs cordes vocales, c'est pas les cordes vocales de quelqu'un qui est plus fort. Franchement, je me dis ça depuis 2 ans, et il y a des témoignages sans cesse dans tous les domaines. La voix de ces gens-là n'est pas plus forte. Donc je pense que ce qui ne nous tue pas nous rend différents, incontestablement. En mieux ou en pire, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai des défauts qui sont exacerbés, je pense, parce que j'ai vécu. On parlait de ces années de violence où moi-même je le suis devenu. Voilà, il y a des choses, il y a des domaines où je suis intransigeant, alors que je devrais être plus souple. Ça, voilà, ça, en tout cas, ça rend différent pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Mais ne tue pas. Là, faut regarder tous les témoignages. Et il y en a qui sortent tous les jours. Si on dit à ces gens, et vous vous sentez plus fort. Ah non, pas en ce moment, non. Tu sais, c'est un peu comme le côté le karma, etc. On va expliquer ça à une maman d'un enfant qui a une leucémie. Oui. Je suis pas certaine que tout soit juste en permanence dans la vie et que tout se rééquilibre. Ah non. Ça, c'est idiot. Ça, c'est parfaitement idiot. Écoute, c'est ce qu'on dit. Mais c'est une recette, c'est une recette magique, peut-être pour l'accepter. Qui aide. Moi, ça m'aide sur certains points. Oui. Mais je suis pas certaine que ça s'applique à tout et ce serait hypocrite de le dire. Ce serait hypocrite de le dire, puis sont souvent les autres qui le disent. Bah oui, bien sûr. À destination de la personne qui. Puis non, tu c'est une verras, sorte de filtre un jour, miraculeux. On aura tiré des leçons. Je suis pas certaine non plus qu'on puisse tirer des leçons de tout et je serais pas là pour justement essayer de faire du développement personnel très très premier degré. Je suis hyper alignée là-dessus avec toi. Il y a quelque chose qui transparaît de ce que tu dis, c'est que cette enfance-là, souvent, elle pousse l'enfant à se détester lui-même parce qu'il dit qu'il doit bien mériter son châtiment. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, en ayant reconstruit toi, ta famille, en avançant et en produisant quelque chose et en recevant aussi de l'amour des autres, est-ce que tu acceptes cet amour-là? Exactement le genre de raisonnement que j'ai essayé d'avoir pendant 2 ans, c'est que ça tient à rien. Ça tient à rien et malheureusement c'était une sorte de dépression qui tournait en rond, mais ça tient à rien. C'est-à-dire que à partir du moment où je me suis dit, alors que le sujet je l'ai sous les yeux, si je puis dire, ou sous la chair, etc. J'ai quand même mis 7 mois avant de le trouver. Et à partir du moment où je l'ai trouvé, ça allait beaucoup mieux. Ouais. Mais j'étais obsédé à l'idée d'écrire un roman sur tel et tel sujet, etc. Et je m'enfermais
dans mon truc. Je veux dire, ce sont pas les idées qui manquent quand même. Ouais. J'en ai eu tout au long de ma vie, des idiotes et des moins bêtes. Mais elles sont trop bien, les idées idiotes. Moi, j'adore, on le disait, j'adore l'humour. Ouais. C'est trop bien, les idées idiotes. Parfois, c'est celles qui sont, mais le plus drôle, qui font marrer les copains, qui, quand on tire le fil, en fait, sont pas si déconnantes que ça. Et elles sont hyper nécessaires, hein. C'est exactement ce qu'on se disait, c'est que c'est une question d'angle, de caméra. Voilà. Et que mes romans médiocres, mes tentatives auraient pu m'emballer si j'avais chopé un autre angle, mais j'étais bloqué et je voulais pas sortir de voilà, je voulais le tic tac. Je me disais mais c'est pas possible. Oui, il suffit de peu. Enfin en tout cas c'est un soulagement Ah ouais, je comprends. d'avoir trouvé un personnage aussi idiot que moi. C'est un soulagement. C'est peut-être pour ça que j'aime autant ton livre. D'avoir mis je suis concernée aussi. un coup de projecteur sur ma bêtise et je ne sais pas si ça fait du bien de transformer tous ces drames en blagues et en farces, mais il m'est arrivé de rire parce que il y a des moments où je suis extrêmement ridicule. Et il y a toujours un delta entre le moment où se passe le drame et le moment où on commence à raconter. Voilà. Et parfois, il m'arrive une merde. Je veux la raconter 3 jours plus tard et je me dis c'est pas bon. Trop tôt. Oui, il y a une des cordes vocales qui vibre. Il y a trop d'émotions. Et 15 jours après, je l'ai parce que j'ai bougé les curseurs. Et ça, je me suis dit tiens, faut voilà. Et ben c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'en fait, je faisais pleurer de rire les gens avec mes anecdotes. Et c'est vrai que ma mère m'a dit mais si t'arrives pas à écrire, t'as qu'à écrire sur toi. Et je me suis retrouvé comme un adolescent en train de dire mais arrête un peu tes conneries. On peut se croire adulte et puis quand votre mère vous donne un conseil, vous haussez les sourcils comme un gosse. Clair. Pardon, maman. Ouais, c'est lamentable. On se dit mais je me comporte comme un enfant là. Et donc je lui dis c'est hors de question jamais. Puis 15 jours après, j'étais en train de raconter. Enfin, ma mère m'avait dit tu devrais interviewer Olivier Bourdeau, il est nantais. Donc c'est vrai. Tu vois comme quoi les mamans Excellent parfois. conseil. Excellent conseil. Bah merci. Marie Swazik. Marie Swazik. Première de ma vie, hein. Écoute, première Marie Swazik de ma vie. Elle devait s'appeler Swazik, mais à l'époque, à l'état civil, on n'autorisait que les prénoms qui étaient dans le calendrier où il y avait un truc comme ça, et ils voulaient pas le prénom Swazik qui est breton. S'appelle Swazik. Ah et elle a été enregistrée à Guérande. Oh putain, Guérande, j'ai vécu à Guérande là aussi. Où la sage-femme devait avoir une bigoudaine, donc Swazik, c'est pas de problème. Ça s'appelle comment? Swazig. Parce que moi, ça a été refusé, donc ils ont dû mettre Marie devant, donc la pauvre Marie Swazik, alors qu'en vrai, tout le monde l'appelle Swazik. Bref, bisous Mamounette. Oui, bisous Marie Swazik. Qu'est-ce que je vais dire Donc les mamans ont toujours raison, ce sera l'une des leçons de cet épisode. Ouais, souvent. Ta mécanique de défense de tous les drames que tu as vécus, c'est de le prendre avec humour pour te protéger, mais en fait, tu réussis à en faire de sacrées jolies choses aussi. Merci. Qu'est-ce que tu veux transmettre? On est au bilan de compétences, là? Ouais. Et ce qui en ressort, c'est que tu es faite pour être clown. Ah oui. Pour être malheureux. Ah, c'est bien payé, ça. Tu es fait pour être malheureux. Oh non, ça te va bien. Ça va. C'est quoi ce... Oh non, on va pas terminer là-dessus. Pas du tout. Non, qu'est-ce que tu veux transmettre à ton enfant? Oh là, tu as déjà réfléchi? C'est comme accueillir la paternité. Non, je vais faire une question plus fermée sur le sujet, parce que il y a un moment, il va bien rentrer en cours, que ça se passe bien ou pas. Qu'est-ce que tu veux lui transmettre de ton expérience? Non, c'est chiant. Non, j'ai plein d'idées nobles, grandioses, intelligentes et tout ça. Je pense que je verrai à ce moment-là. Ça te fout la pression d'être papa? Moins. Non, là, j'ai terminé le livre et tout ça, etc. Enfin, tout était mêlé. Et non, beaucoup moins. Non, ça va. Là, c'est parfait. Mais les 6 premiers mois, j'ai pas fini l'écriture du truc. À chaque fois qu'il pleurait, je dis mais laisse-moi déprimer, nom d'un chien. Alors attention, phrase choquante, mais c'est le cas. C'est vrai que c'était un intrus pendant parce que je me disais mais déjà il faut que j'écrive ce texte parce que pour gérer ma vie de famille et tout ça, etc. Et j'arrivais pas du tout à gérer les deux. Déjà, je suis incapable de penser à ma liste de courses en faisant mes lacets. Donc accueillir un enfant en écrivant un roman, je me suis dit c'est le burn-out total, quoi. Et bon, c'était le cas. Non, maintenant ça va beaucoup mieux. Incontestablement, je serais j'imagine, ou si je ne le suis pas, c'est que je suis un connard beaucoup plus clément vis-à-vis des échecs.
Étant le roi de l'échec, comme le disait le journal à Bogota, je suis assez clément et j'ai même de la tendresse pour les échecs des gens. En ne les souhaitant pas, hein, mais voilà, c'est souvent attendrissant. Non, mais il a un papa qui sera allé qui aura vraiment touché le rêve de sa vie et qui aura réussi à aller au bout des choses. C'est quand même ça, c'est magique. Oui, c'est une belle chose à transmettre. Oui, voilà, ça. Et surtout, qu'il soit menuisier, expert comptable, saltimbanque ou surveillant de piscine municipale, il fera ce qu'il veut. Voilà. Ils sont beaux gosses. Donc en les plus, livres de son père se vendent bien. Oui, c'est vrai, ils sont pas mal les. Ça, il est kiné. Ouais, je lui très bien. Allez hop, un BEP gardien de piscine. Pas mal. Qu'est-ce que tu pourrais me dire comme mot de la fin sur le sujet? Tout simplement vive l'échec. Et c'est pas ouais. C'est pas mal quand la réussite arrive ensuite. Mais vraiment. On la savoure mieux? Comment? On la savoure mieux? Ouais, elle ramollit, comme je disais, mais elle ramollit mentalement. C'est assez bizarre. Je crois pas que j'en ai tiré de grandes qualités humaines du succès, mais c'est agréable. Voilà. C'est intéressant, c'est à méditer. Qu'on n'a pas nécessairement plus de grandes qualités humaines au moment d'une grande réussite. Non, je pense on est plus humble quand on se tape des échecs et que on devient plus sûr de soi et donc potentiellement plus puant quand on a du succès. Tout est question d'équilibre. Tout est question d'équilibre, voilà. Échouez un peu, réussissez aussi, c'est bien. Oui, voilà. Ouais, n'hésitez pas à réussir une fois tous les 36 ans. Mais si je réussis une fois tous les 36 ans, ça fera 2 réussites et un quart. Ok, donc il me reste 3 ans pour atteindre mon but. Oui. C'est pas mal ça. Tout le monde n'est pas sur le même barème d'âge. Hein. Apparemment. Non. Apparemment. Vous allez y arriver. Merci beaucoup Olivier. Et merci beaucoup. Développement personnel aux éditions Finitude, que moi personnellement, non c'est pas très français que moi que j'ai adoré. Ça fait triplement du sujet. J'ai un peu de pression face à un écrivain de bien m'exprimer. Je suis intransigeant en plus. Oui, ça se voit. Ça peut être violent. Le triplement du sujet, ça me rend. T'es maniaque. C'est comme un Tankerville au milieu d'un salon, je deviens fou. Je deviens cinglé. Ah, chacun ses problèmes. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.